10 ans après les attentats contre Charlie Hebdo, la menace du terrorisme islamiste protéiforme continue de peser sur les sociétés démocratiques et notamment la France. En 8 mois, 4 attentats ont frappé notre territoire, le dernier en date à Mulhouse. Terrorisme, mais aussi antisémitisme, oppression ou encore pauvreté et féminisme. Pour parler de ces thématiques brûlantes, ce matin, nous recevons Sarah Baruch, écrivaine, militante contre les violences intrafamiliales, les discriminations sexuelles et religieuses pour son dernier livre « De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles », publié le mois dernier aux éditions HarperCollins. Bonjour Sarah. Bonjour. Et bienvenue dans la matinale week-end sur Radio J. Ce roman, Sarah, dresse le portrait d'une société encore marquée par les attentats de Charlie Hebdo. 10 ans plus tard, pourquoi écrire ce roman aujourd'hui ? Déjà parce que j'ai pas l'impression qu'on a véritablement progressé. Et moi, j'avais eu l'idée de cette histoire le jour de la marche républicaine, après les attentats effectivement de Charlie, mais aussi de l'Hypercacher et de Montrouge. Et comme beaucoup de juifs, j'ai été habitée d'un double sentiment ce jour-là, ce 11 janvier. Un sentiment de solidarité, de tristesse et puis de fraternité, parce qu'il y avait effectivement une marée humaine, telle qu'on l'a appelée, des millions de personnes descendues. Et puis soudain, j'ai pris conscience que 3 ans plus tôt, après Ozar Hatorah, en fait, on était quelques centaines de juifs dans la rue. Donc j'essayais de me demander, mais qu'est-ce qui fait que quand des journalistes français sont tués, et ça m'effondre en fait, ça fasse réagir les gens, mais pas quand ce sont des enfants juifs français, tout autant. Et ma conclusion a été que c'était parce qu'on touchait aux valeurs dont les Français, auxquelles les Français sont attachés, et ils se sentaient du coup concernés parce que c'est leur idée de la France. Et ce jour-là, je voyais justement toutes ces personnes avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge, parce que justement les valeurs de la France avaient été touchées. Et j'étais en colère après. Voilà, j'étais en colère de s'indigner que pour ça, quelque part. Même si je l'étais moi-même. Et je me suis dit, mais en fait, ils ne se rendent pas compte du côté cynique de la chose, qu'ils arborent un petit objet qui en fait signifie le contraire de ce qu'ils pensent défendre. Que peut-être cet objet, il a été fabriqué d'ailleurs même sûrement à l'autre bout du monde, dans une usine textile qui exploite les enfants, qui exploite les femmes, où il y a en vigueur la charia ou d'autres systèmes bien dégueulasses, pardonnez-moi l'expression, à l'égard des droits humains. Que peut-être il a été acheminé, ce drapeau, au milieu de cargaisons pas tout à fait cachères, dont celles qui ont peut-être participer à la tuerie qu'ils dénoncent, que peut-être ils ont acheté ça à quelqu'un au coin d'une rue sans se rendre compte que forcément il y avait beaucoup de chances que ce soit un migrant et que du coup ils nourrissent finalement les drames qu'ils pensent dénoncer. Bref, je me suis dit mais en fait voilà, il faut que j'arrive à montrer que lutter contre l'antisémitisme, c'est aussi lutter contre tout ça. Et donc je me suis dit voilà, faut que je trouve un symbole et je vais raconter l'histoire derrière ce petit drapeau. Justement, les histoires, Sarah Baruch, vous adorez les raconter depuis toujours, depuis votre enfance. De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, c'est 5 histoires, 5 personnages dans une grande histoire que raconte ce livre. Jeanne, Mo, Rima, Isaïas, Jean. D'où vous viennent ces personnages ? Notamment le personnage de Jeanne, moi j'y ai vu un petit peu votre alter ego. Jeanne, c'est tout à fait, c'est un livre, roman, réflexion, j'écris toujours un peu des ovnis, voilà, mais clairement la partie autobiographique, c'est le personnage de Jeanne, celui de Mo et celui de Tariq du coup, et puis celui, le père de Jeanne, la fille de Jeanne, en fait. Tout l'univers de Jeanne est assez autobiographique, qu'il s'agisse de moi ou de ma sœur, voilà. Ce roman donc présente des personnages issus de divers horizons et continents, tels que la France, le Pakistan, l'Érythrée ou encore la Chine. Comment vous avez sélectionné ces contextes géographiques ?
Je suis partie des faits réels, en fait. Effectivement, quand je dis que Jeanne, son personnage est autobiographique, je dis ça, j'ai pas dit grand-chose, mais comme moi, lors de la deuxième intifada, donc Jeanne est juive, elle a grandi dans une famille plutôt juive, culturelle, mais laïque, elle n'est pas Mmh. religieuse. Elle a une famille qui est en partie ashkénaze avec son père qui a été caché pendant la guerre et qui a vu sa famille se faire déporter, ce qui Mmh. était l'histoire de mon grand-père. Je raconte mot pour mot un mélange de ce qu'a vécu mon grand-père, ma grand-mère et puis mon père à moi, qui est tunisien et qui a dû, juste après l'attentat de Charlie, quand il y a eu des tombes profanées à Pantin, ben ça a été le réflexe pour lui de se dire qu'il fallait que finalement il fasse voyager pour une dernière fois les tombes de ses parents en Israël pour qu'elles ne soient plus menacées. Et je voulais montrer en fait à travers les faits ce que c'est d'être juif quand on en arrive à descendre dans une tombe pour aller protéger la dépouille de ses parents. Voilà, pour l'envoyer ailleurs. Donc voilà, tout ce qui arrive à Jeanne, ça me concerne. Mmh. Jeanne, voilà, elle s'est interrogée comme moi lors de la deuxième intifada. Est-ce que j'ai ma place encore en France ou pas? Elle est partie en Israël. Moi, j'ai fait pendant des années l'aller-retour entre Israël et la France. Ma sœur est médecin, donc moi, je ne le suis pas, mais j'ai toute une famille de médecins. Donc Jeanne, elle est psychiatre et elle a travaillé dans un département médical de Tsahal où elle a accompagné les soldats qui revenaient de la Deuxième Guerre du Liban. Et là, cette confrontation au terrorisme, mais à l'envers du décor aussi, avec tout ce qui se passe en Cisjordanie, lui a rendu cette situation insupportable et elle ne trouvait pas sa place en Israël. Mmh. Elle a pensé échapper à tout ça en revenant en France. Et puis, il y a les attentats de Charlie. Et puis, il y a de nouveau l'antisémitisme. Et puis, il y a l'affaire Dieudonné. Et elle se dit, mais ça n'arrêtera jamais. Donc, elle est un peu le lien et le liant Mmh. entre tout ça. Et puis, je me suis dit, ben, je vais raconter cette histoire de drapeau pour montrer que tous les problèmes sont liés, mais il faut que j'ai des personnages qui soient inspirés de faits réels. Donc oui, je me suis renseignée sur où sont les usines textiles, où on importe en fait, là où il y a marqué Made in Bangladesh, Made in Pakistan, Made in India, qui sont en fait les pays où les femmes sont le plus maltraitées, où la plupart, ben, c'est soit la charia, soit des régimes culturels. Enfin, je veux dire, en Inde, c'est pas la charia, mais c'est tout comme le Pakistan, c'est la charia, c'est Mmh. l'horreur. Enfin, c'est pas loin de l'Afghanistan, tout ça. Enfin, c'est un peu les mêmes conditions pour Mmh. les femmes où bah, l'islamisme sévit en fait. Donc je voulais raconter l'histoire de cette jeune fille qui travaille dans une usine textile, qui doit assembler des morceaux de tissu sur une baguette en plastique, et puis elle apprend qu'on lui a trouvé un mari à 14 ans dans le rituel islamiste. Oui. Avec Euh, le viol et avec cetera le qui viol, s'ensuit. bah forcément, quand on donne sa petite fille de 14 ans à marier à un mec qui en a presque 40, bah, elle n'est pas consentante hein, pour sa première nuit de consommation du mariage. Donc voilà, je voulais raconter ça, et ce qui permet de raconter plein de choses aussi. Mmh. Je voulais raconter finalement à quel point aussi tous les régimes totalitaires, qu'il s'agisse de régimes politiques ou religieux, concernent les femmes. Je raconte l'histoire de Jean qui est sur son bateau, qui accepte n'importe quelle cargaison pour pouvoir économiser et rapatrier ses parents de Chine, où c'est un régime totalitaire, vers la Grèce, où il a élu finalement sa maison de rêve. Et son objectif, c'est aussi de pouvoir rapatrier lui aussi la dépouille de sa petite sœur, parce Mmh. qu'en Chine, il y a eu pendant des années la politique de l'enfant unique, et que bah, c'est assez basique en fait, quand on a le choix entre une fille ou un garçon, bah, quand qu'à un seul enfant, s'il arrive une petite fille, bah, c'est elle qu'on va tuer, parce qu'on considère que l'enfant, bah, le fils, on n'aura pas à payer une dot, lui, il va pouvoir aller bosser, etc. Donc, les campagnes chinoises sont pleines de squelettes de petites filles qui ont été tuées, assommées à coups de marteau dans des jardins. C'est glauque, mais c'est comme ça, en fait. Mmh. Donc, voilà, je voulais raconter tout ça, cette réalité. Et tous mes personnages, je donne tous les liens à la fin, sont inspirés de faits réels. Voilà. Ce livre, vous le disiez tout à l'heure, il est né d'une colère à la base que vous Ouais, avez ça s'entend ressentie. d'ailleurs, je suis un peu Mais vénère. vous êtes très animé et de toute façon, ça se ressent dans le livre et il est d'ailleurs très très bien écrit. Est-ce que en accouchant de ce livre, vous avez aussi accouché de votre colère? Alors, je suis toujours un peu en colère parce que malheureusement, je peux pas dire que la situation des Juifs partout dans le monde, j'avais envie de dire en Occident, mais je trouve que ceux en Israël se portent pas tellement mieux en ce Mmh. moment. Elle est
terrible. Enfin, on a encore assisté hier à une remise en question de l'assassinat de bébés. Oui. Enfin, je veux Vous parlez dire, de je Rima. parle des Bibas, Ouais. je parle de R. Hassan. Les propos qu'elle a tenus, Enfin, j'aime notamment pas trop sur lui accorder de l'antenne de l'importance nos parce que confrères. pour moi, on lui Oui. accorde beaucoup trop d'importance. Ce qui m'effraie, c'est que derrière, le parti pour lequel elle est députée et le NFP en général ne l'a toujours pas finalement mise au banc. Mmh. Enfin, pour moi, elle, excusez-moi l'expression, mais elle est un peu folle, quoi. Enfin, je veux dire, quand on en est à remettre en question le jour même de l'enterrement d'un bébé de 9 mois Oui. et d'un petit garçon de 4 ans qui ont été étranglés à main nue puis Mmh. mutilés Elle remet, pour remettre dans le contexte, ça sur le dos de l'armée de israélienne l'armée et d'un bombardement israélienne israélien. ou tout de suite la mise en comparaison avec les enfants palestiniens. Enfin, je veux dire, aucun enfant qui meurt en réalité n'est responsable. En Mmh. revanche, notre rôle de pacifiste, de républicain, de démocrate, c'est de distinguer les conséquences des morts. Mmh. Que non, la torture, en fait, c'est interdit. Que on peut aller Et dans ça le ne peut pas se cynisme. justifier. Non, ça ne se justifie pas. On peut aller dans le cynisme. Le droit de la guerre est un droit. En fait, quand on nous attaque, on a le droit de se défendre. C'est cynique, c'est tout ce qu'on veut. Et il y a des conséquences à cela qui impliquent parfois de tuer des civils, surtout lorsqu'ils sont prisonniers de réserves militaires, ce qui est le cas et ce qu'impose le Hamas. Mmh. En revanche, la torture, elle est interdite partout. Donc d'aller étrangler à main nue des enfants qui sont encore vivants, ça, même le droit le plus cynique l'interdit. Surtout pour après aller les mutiler et justifier Exactement. leur mort par derrière. Je me posais la question justement de ces 5 histoires. Pourquoi vous avez choisi d'écrire un roman choral ? Parce que moi, je suis sensible aux histoires humaines. Je suis beaucoup plus sensible à quelqu'un qui va me raconter ce qu'il vit que de lire finalement un essai avec des dates, avec des chiffres, avec euh, une froideur qui, moi, ne me parle pas. Un Voilà, témoignage, ça touche davantage. je trouve. Mmh. Voilà. Et je pense que on a on est tellement, on croule tellement sous les données, sous les chiffres, sous les photoshocks, etc., qu'il est important de retrouver un peu d'humanité, un peu de lenteur, un peu d'imagination aussi, de donner le temps de se projeter dans des histoires. Mmh. Et c'est ça que permet le roman. Et je trouve que on est beaucoup de personnes à suivre les informations en continu parce qu'on a besoin de savoir en temps réel ce qui se passe. Moi, j'ai de la famille un peu partout dans le monde, comme beaucoup de juifs. J'en ai en Israël, j'ai de la famille au front. J'ai perdu des gens dans les kibboutz qui étaient des figures importantes de mon enfance. Voilà, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. J'ai besoin de savoir comment c'est expliqué ailleurs aussi, parce que les nouvelles sont pas forcément les mêmes en Israël qu'aux États-Unis, qu'en France, dans la manière dont on les traite. Donc, je trouve qu'on est abreuvé de nouvelles chaudes, de nouvelles factuelles qui ne laissent pas la place à la prise de recul et finalement, comme disait Robert Badinter, à la traduction des faits dans leur vérité humaine. Et c'est ça que j'ai essayé de donner. De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, vous le dites, ça date de votre enfance en fait, cette expression et ce titre. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de ce titre pour vous ? Alors, il a plusieurs histoires. Moi, je voulais quelque chose de poétique. Voilà, je voulais quelque chose de poétique et dans mon enfance, mon père me disait toujours qu'il m'aimait plus loin que les étoiles. Donc j'ai un rapport aux étoiles qui effectivement remonte à loin. Et je suis toujours fascinée comme finalement on revient toujours à, à nos bases. C'est-à-dire que oui, moi j'ai tout de suite fantasmé sur les étoiles et puis peu à peu on m'a dit que les gens que je perdais et que j'avais aimés étaient des étoiles qui veillaient sur moi. Et puis un jour j'ai fait le rapprochement entre la Magen David que je porte toujours, qui est une étoile. Et puis j'ai découvert que dans l'islam il y avait aussi une étoile à côté d'un croissant de lune. Et puis j'ai découvert que les chrétiens suivaient les étoiles du berger notamment. J'ai découvert que dans la culture hindouiste, il y avait aussi la présence partout d'étoiles et que nous-mêmes, nous étions des poussières d'étoiles. L'humain a en lui
on a tous en nous des étoiles, en fait. Et donc, les étoiles, elles sont partout, Mmh. dans nos cultures, dans nos croyances, dans notre ADN. C'est Et un peu le donc, vecteur du vivre ensemble, finalement? exactement. Et donc, je voulais mettre en confrontation ces trois couleurs du drapeau et lui opposer cet humanisme qui, lui, n'a pas de frontières. Parce qu'un drapeau, ce sont finalement des symboles, des frontières que les hommes créent, Mmh. qui ne sont jamais naturelles. Et je trouvais ça important de faire relativiser ces notions qui sont culturelles à ce qui fait de nous des humains. Le message final de ce livre, c'était quoi? Quel message vous vouliez faire passer? Oh, c'était un peu un cri contre le wokisme. Cette idée que à quoi ça sert de se diviser, d'être incapable de condamner l'islam radical alors que les musulmans sont les premiers à en souffrir. Quand je dis ce mal à condamner l'islam radical par peur de froisser les musulmans ou de les stigmatiser, mais moi je crois que c'est le contraire en fait. Pour moi, il est là le racisme. Pourquoi est-ce que des musulmans qui justement sont dans des pays où il y a la laïcité, qui sont venus là pour ça, Mmh. pourquoi est-ce qu'on les cantonne tous à ces idiots utiles qui ne défendraient pas les valeurs pour lesquelles ils vivent ici? Il est là le racisme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cantonner un musulman à l'image finalement d'un musulman plein de poussière qui est là à se revendiquer que de la religion, comme s'il n'y avait pas autre chose, comme si les musulmans n'étaient pas capables de s'émanciper et de comprendre que le vivre ensemble est nécessaire. Moi, je trouve qu'il est là, en fait, le racisme. Donc non, il faut justement, par antiracisme, dénoncer les dérives islamistes et dénoncer ceux qui portent ces discours et qui font peur, effectivement, Mmh. à beaucoup de musulmans qui veulent autre chose. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de parler de féminisme, il ne faut pas avoir peur de parler de la condition des femmes dans la République islamique d'Iran et dans tous les régimes où est appliquée la charia. Il ne faut pas avoir peur de parler des totalitarismes parce qu'en fait, c'est beaucoup plus proche que ce que l'on ne croit. Mmh. Donc c'est dénoncer finalement l'éléphant, pour reprendre Au une milieu de la expression. pièce. Exactement. Comment le public et les critiques ont accueilli votre roman depuis le mois dernier? Est-ce qu'il y a des retours qui vous ont particulièrement marqué? Alors évidemment, j'ai été très honorée que Franc-Tireur mette ce seul livre à l'honneur la semaine anniversaire des attentats de Charlie. Enfin voilà, hein, quand j'ai reçu un message de Caroline Forest qui me dit bravo pour ce très beau livre, moi je me dis j'ai coché les bonnes cases. C'est voilà, il y en a à qui Franc-Tireur, c'est le contraire. Pour moi, c'est vraiment exactement ce soutien-là que j'espérais. Après, c'est vrai que je dénonce des choses qui sont difficiles à admettre dans certains médias qui ont encore du mal en télévision, notamment sur le service public et ailleurs, à appeler un chat, à dire que oui, Israël défend la démocratie, qu'on ne peut pas mettre en comparaison les problématiques internes israéliennes qui sont réelles. Moi, je suis militante pour la paix, je l'ai toujours été, et je pense que même si certains juifs considèrent que la Cisjordanie et la Judée-Samarie, qu'il y a effectivement une présence historique là-bas, dans une démarche de paix, ça implique des renoncements. Donc moi, je suis totalement contre l'occupation illégale. Cela dit, les populations problématiques réelles, c'est-à-dire qui habitent des endroits qui n'ont jamais fait l'objet de stratégies d'échange Mmh. dans des politiques d'accords de paix, ça représente à peu près 90 000 personnes. Donc je pense que c'est sans commune mesure avec les populations islamistes alentour, radicalisées, qui ambitionnent d'éradiquer Israël. Parce que là, on parle beaucoup plus de centaines de milliers de personnes, en fait. Mmh. Dans votre roman, il y a une phrase, moi, qui m'a particulièrement marquée. L'amour peut, ou une question plutôt, l'amour peut-il suffire à lutter contre des siècles d'histoire, de batailles et d'idées reçues? Vous y croyez, vous, Sarah? Euh, je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Et vous parlez là probablement d'un échange entre Tariq et Jeanne, puisque l'amoureux, enfin le nouvel amoureux de Jeanne, lui est un musulman Mhm. laïque. Pour le coup, Qui a un petit peu honte d'ailleurs de son passé familial et de la religion d'ailleurs.
de la religion en général. Et c'est d'ailleurs en cela qu'il se reconnaît dans Mmh. Jeanne, puisque elle aussi, elle se sent très juive, mais pas du tout religieuse. Mmh. Et pour le coup, moi, j'ai des nièces qui ont une double culture, qui ont leurs grands-parents musulmans qui vivent en Algérie. Et ces réflexions-là, du poids du passé, du, de l'amour qui réellement, je pense, n'a pas de frontières. Je pense réellement qu'il y a beaucoup plus de couples, par exemple, judéo-musulmans, qu'on ne veut bien le dire, et que ça ne s'arrête pas là. Il y a énormément de couples judéo-chrétiens. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais demandé la religion à quelqu'un pour tomber amoureuse. Je ne Mmh. coche pas des cases. Il se trouve que forcément, ce qui se passe entre deux personnes qui relèvent de l'alchimie, qui relèvent de l'inconscient aussi, parfois les inconscients communiquent, tôt ou tard, butent contre des rituels, contre une invitation à un mariage familial où on sait qu'il va y avoir le tonton raciste qui va faire la gaffe qu'il faut pas, où on va être dévisagé, où on va être critiqué. Et finalement, je pense que c'est ça quand on dit qu'il faut lutter contre soi-même. C'est que c'est très difficile d'être celle qui va lutter contre l'éducation, qui va pas faire plaisir à papa et maman parce qu'elle va pas épouser le bon petit juif ou le bon petit musulman, c'est d'où qu'on vienne, et s'imposer, imposer ses choix, Mmh. être d'accord avec le fait qu'on aime suffisamment à ce moment-là pour imposer des souffrances qui sont peut-être critiquables mais qui sont réelles. Ça demande une force énorme et je pense qu'elle est nécessaire, mais tout le monde n'a pas la même force en lui-même. Mmh. Dans votre roman également, on parle d'un migrant qui arrive en France et qui est confronté à les combats et puis les différences aussi qui divisent les Blancs, on va dire les Occidentaux, notamment Clémence qui s'occupe de lui et qui lui dépeint un portrait dans lequel il ne se reconnaît pas. Ah bah, c'est une grande spécialité qu'on a chez nous. On aime beaucoup que les personnes soient dans des cases dont elles ne sortent jamais Mmh. et que finalement, on dit les migrants. Déjà comme si c'était tous les mêmes. Et puis on oublie qu'en fait, ce sont pas juste des personnes totalement perdues, illettrées, qui débarquent dans notre pays. Enfin, je veux dire, moi, Isaias, justement, Mathématicien, c'est un ouais. mathématicien qui est très jeune, qui rêvait de faire de la recherche en mathématiques. Il perçoit le monde à travers des formules mathématiques. Et moi, j'ai fait pour le coup une prépa où j'ai fait des mathématiques et où j'ai 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 été bien plus fascinée par les maths que par le français Mmh. à l'école. Je pense qu'il y a rien de mieux dans la vie pour travailler, la capacité d'adaptation que de faire des maths à un haut niveau, et qu'il y a en réalité, une vraie corrélation entre la poésie et les mathématiques. Mais ça, je pourrais en parler des heures. Mais moi, enfin voilà, de devoir, appréhender le monde des matrices, puis plus tard le monde de l'algèbre, puis plus tard le monde des probabilités, ça fonctionne totalement différent. On passe, je vais vous donner un exemple que je raconte dans le livre et qui se passe même au lycée. On nous apprend qu'un carré est toujours positif et puis en terminale, on nous apprend qu'il y a le monde des complexes où il y a un chiffre qui s'appelle i et que son carré est égal à -1. Bon, Il faut faire avec. il faut faire avec, Ouais. il faut s'adapter. Mmh. Il faut accepter que tout notre prisme de connaissances, finalement, n'était pas réel. C'est notre première coupure épistémologique, rupture épistémologique qui se passe au lycée. Donc voilà, c'est hyper important en Mmh. fait. À une grande échelle, c'est de la philosophie en fait. Bon, pardon, je divague un peu, mais c'est des sujets Ouais. qui m'animent beaucoup. Et donc, lui, Isaias, il arrive. Et forcément, il vit la situation que vivent la plupart des migrants qui arrivent d'Afrique, qui ont été traumatisés par un passage en Libye, dans ces camps atroces où on doit rester 1 an, 2 ans, exploité, mutilé, battu, parfois tué. Enfin, c'est terrible, hein, tout est réel, encore une fois. Et puis, il arrive, il est totalement démuni, il dort dans des camps de migrants. Et puis là, il fait la connaissance de Clémence, qui travaille à Médecins sans frontières, pas du tout choisi par hasard, hein, Mmh. et qui a une forte ambition de devenir journaliste humaniste. Et elle a une occasion en or d'être éventuellement publiée soit dans l'IB, soit dans l'UMA. Évidemment, c'est pas choisi C'est au pas hasard choisi non à nous. plus, Oui. depuis le 7 octobre, et même avant.
Quoi qu'il en soit, elle veut pas du tout passer à côté, sauf qu'elle a besoin de témoignages de migrants trash, si possible une meuf qui a été multiviolée et une histoire exceptionnelle d'un migrant. Et elle a entendu parler de celle d'Isaias qui a dû s'y reprendre à 9 fois pour traverser la Méditerranée. Donc, et voilà, il y a un vrai enjeu derrière. Donc Isaias, il accepte, enfin, il voit cette nana qui a tellement besoin finalement pour sa carrière de son témoignage, il se dit, il est assez persuadé que ça n'aidera jamais les migrants noirs de lui raconter son histoire, mais enfin, s'il peut aider une petite blanche à gagner sa vie, il va le faire. Et je trouvais ça assez rigolo, en fait, de retourner la situation. Est-ce qu'au final, Isaias, il va lui faire prendre conscience à Clémence de... Malheureusement, non, parce qu'on est en 2015, donc, et Clémence va effectivement écrire cet article, et puis petit à petit, elle va se demander comment aller plus loin, et puis elle va tomber sur une déclaration d'une femme politique qui s'appelle Ouria B., dont on devine un peu le nom, dont j'ai repris mot pour mot une déclaration d'un parti qu'on reconnaîtra, et qui lui fait un peu découvrir cette idée qui relie le féminisme intersectionnel, ou plutôt de la manière dont il a été dévoyé, à la cause palestinienne. Et on comprend que finalement, cette Clémence sera parmi les figures féministes ou wokistes qui n'ont pas reconnu les viols collectifs et les mutilations après Nova. Du 7 octobre. Donc finalement, ce livre, il dépeint la société en 2015, mais c'est peut-être un roman futuriste sur ce qui va se passer après en 2023. Il se termine à Niroz, kibbutz que j'ai connu, puisque j'ai passé 10 ans à la Shomer HaTzaïr. Donc Niroz étant un kibbutz de la Shomer HaTzaïr. Donc le roman se termine donc à la frontière de Gaza, au kibbutz de Niroz, où Jeanne retrouve un de ses amis de l'armée qui a finalement arrêté d'exercer pour se consacrer à la vie dans un kibbutz. Et il a un projet avec sa femme d'organiser un grand festival pour la paix dans quelques années. Voilà. De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles est donc à retrouver aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup Sarah Barouk d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes écrivaine et puis également militante, féministe. Vous faites beaucoup de choses et on vous remercie beaucoup d'avoir été là ce matin. C'est gentil, merci beaucoup.